3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce samedi? Ce samedi pour lequel vous avez choisi, lors du dernier live Twitch, qu'on parte encore en mode coast to coast. Et en vrai, parmi les sujets que je vous avais proposés, votre choix m'a plu, parce que vous avez décidé qu'on parle d'une équipe que j'ai peu mise en lumière depuis la création de ma chaîne, les Houston Rockets. Bah ouais, on ne va pas se mentir, mais ces dernières années à Houston, il n'y avait que peu de choses à se mettre sous la dent, et finalement peu de raisons de parler de la team. Mais les choses seraient-elles en train de changer dans le Texas? Peut-être bien, parce qu'après une belle draft, une grosse free agency et un changement de coach, les fans des Rockets peuvent peut-être nourrir ou commencer à nourrir certaines ambitions. Mais ces ambitions, lesquelles sont-elles? Eh bien justement, on va en parler aujourd'hui. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Les Rockets peuvent-ils rêver des playoffs en 2024? Pour commencer, histoire de savoir où on va, il faut un petit peu étudier la campagne 2022-2023 des Houston Rockets. Et ne nous mentons pas, ça va aller vite, parce qu'il n'y a pas grand chose de super glorieux ou de super glorifiant à dire. En ayant terminé leur saison avec seulement 22 wins, seuls les Pistons en NBA affichaient un pire bilan. Et le souci c'est qu'il n'y avait pas grand chose à en tirer de bon, ni en attaque ni en défense, vu que dans les deux domaines, en termes de rating, la franchise texane s'affichait à chaque fois dans le top 4 des pires équipes de la ligue. Ça fait mal. Dans l'équipe on le voyait, non seulement il n'y avait aucun expert en défense, mais en plus de ça, offensivement, c'était une vraie bouillie. Je vous montre comment est-ce que je fais ma bouillie de maïs. Avec un Kevin Porter Jr. en meneur de jeu, qui définitivement est plus un scoreur qu'un playmaker, et un Stephen Silas au coaching, qui ne proposait rarement autre chose que de l'ISO, le jeu des Rockets était stéréotypé au possible. Bien sûr que dans ce système, on a pu voir éclore un Jalen Green, en scorant plus de 22 points par match, aux côtés d'un KPJ qui lui en mettait 19. Le souci, c'est qu'autour d'eux, les talentueux Jabari Smith Jr. et Alperen Sengun n'étaient que peu servis, et même si les deux ont finalement pu trouver leur place, leur talent donnait l'impression d'être sous-utilisé. Après, je n'irai pas non plus jusqu'à dire que tout était catastrophique à Houston, parce que des satisfactions individuelles, il y en a eu un petit peu au moins. Alperen Sengun, par exemple, s'est largement révélé, et a pu dévoiler tout le potentiel qu'il détenait dans les mains. Jalen Green aussi individuellement a fait une bonne saison, Jabari Smith Jr. est monté en puissance aussi tout au fil de l'exercice. Cependant, dans ce contexte compliqué, il faut le noter, c'était difficile d'obtenir beaucoup de victoires. L'équipe était jeune mais elle était bancale dans sa construction, et elle était drivée par un coach sûrement pas assez expérimenté ou inventif pour essayer de faire quelque chose de tout ça, de tout ce groupe. Et puis il faut être honnête, si on étudiait les manques ou les besoins de la team, il y en avait quasiment à tous les étages. Du coup ça a été difficile, mais j'ai réussi à en garder 3, qui me semblaient primordiaux, et je vais vous les lister. Et le premier pour moi il était évident. Le plus gros manque des Rockets, c'était au poste de meneur de jeu. Kevin Porter Jr. a un talent certain pour le scoring, je ne veux pas le lui enlever, mais il n'est pas fait pour être le ball handler numéro 1 d'une équipe compétitive. Même s'il peut scorer des brouettes de points quand il porte la gonfle, il pense avant tout à lui avant de penser à ses coéquipiers, et ses erreurs dans le jeu, ses déchets sont bien trop importants pour qu'il puisse agir en tant que véritable chef d'orchestre pour ta team. Bah ouais, t'as beau posséder des joueurs talentueux, si tu n'as personne pour organiser les attaques, tu ne t'en sortiras pas. Pour que ça fonctionne offensivement en NBA, il faut à la main un expert de la prise de décision, qui pensera avant tout à rendre meilleur ses potes qu'à noircir sa feuille de stats. Dans l'effectif, même si Ty Washington, depuis parti, aurait pu être prometteur, ce profil n'existait pas, et les difficultés des Rockets étaient complètement expliquées par ça, je pense. De plus, je me disais qu'apporter un petit peu de défense au poste 1, sur des lignes arrières qui en manquaient cruellement, ça n'aurait pas été du luxe pour cette équipe de Houston. Pour moi, l'une des plus grandes priorités de la franchise, donc cet été, c'était de se renforcer drastiquement au poste de meneur de jeu. Et puis ensuite, pour moi, pas de surprise, vous vous en doutez, j'en ai beaucoup parlé, il fallait absolument changer de coach. Dans ce groupe de jeunes, le discours de Stephen Silas ne semblait plus vraiment passer, chaque joueur n'en faisant qu'à sa tête, les Rockets pratiquant bien souvent un basket chaotique. Il fallait donc une nouvelle voix, un nouveau leader, capable de remettre un peu d'ordre dans les systèmes de la franchise texane, un mec patient et charismatique, qui serait en mesure de tirer le maximum de ce roster, chose qui n'était pas vraiment faite jusque-là. Pour moi, que les Rockets veuillent nourrir des ambitions sur le court ou moyen terme ou non, ce point-là était essentiel. Rien qu'en termes de développement pour les jeunes, je pense que l'arrivée d'un nouveau tacticien devenait primordial, et de ce côté-là, le front office avait du gros boulot cet été. Et puis enfin, dans ce roster, je pense qu'il y avait un manque flagrant de joueurs vétérans. Eric Gordon, transféré en cours de saison, ne semblait pas vraiment avoir à cœur de jouer le rôle de babysitter auprès des gamins, et derrière lui, peu de joueurs avaient suffisamment d'expérience pour donner l'exemple. Une fois son départ acté à la deadline, Boban Marjanovic mis à part, il n'y avait plus aucun trentenaire dans l'effectif, c'est parlant. Ces jeunes équipes, j'en suis certain, ont besoin de joueurs expérimentés qui aident les jeunes à progresser. On en parlait avec Kevin Serafin, la présence de vétérans est essentielle dans tous les effectifs en NBA, et encore plus les jeunes. Et le problème c'est que cette saison à Houston, ouvrez les yeux, personne ne semblait en mesure de tenir ce rôle. Bref, vous l'avez compris, au vu des manques assez immenses que la franchise possédait, il était difficile finalement d'imaginer ces Rockets faire mieux que ce qu'ils ont fait la saison passée. Dans ce roster, même s'il y avait de vraies bases par exemple en termes de jeunesse et de potentiel,
tout ou presque autour de ça était à reconstruire. I'm going to create the interior. Voilà pourquoi cet été, Rafael Stone, le général manager, et Tillman Fertitta, le propriétaire, avaient beaucoup de pain sur la planche. Alors première chose qu'ils ont faite, se séparer de Stephen Silas pour offrir le poste de coach à Ime Udoka, finaliste 2022 avec les Celtics. Même si nous reviendrons en détail sur ce qu'il peut apporter à cette équipe en fin de vidéo, le move semblait bon, et déjà l'un des objectifs que j'avais fixé pour cette team lors de l'intersaison était rempli. Une bonne chose de faite en somme. Mais rappelez-vous, l'une des priorités que j'avais fixées pour cet été, c'était le recrutement d'un vrai meneur de jeu, et là aussi, la case est cochée. Pour l'ouverture de la Free Agency, Houston n'a pas fait dans la dentelle, en recrutant pour 130 millions sur 3 ans, un Fred VanVleet de 29 ans, All-Star en 2022 et champion NBA avec les Raptors en 2019. Sur le papier, cette venue semble correspondre à tout un tas de choses, qui pour moi devaient être réglées à Houston. Si à la base lui aussi est plutôt un meneur-scoreur qui parfois galère à trouver sa constance au niveau du shoot, j'apprécie tout de même particulièrement les progrès qu'il a su faire au fil des années au niveau du playmaking. Le mec sait comment driver une attaque et comment trouver ses coéquipiers. Il vient de finir l'exercice 2022-2023 à plus de 7 passes décisives en moyenne par match et je trouve ça ultra propre. Son arrivée à Houston, couplée à celle de Ime Udoka, pour moi envoyait un vrai message aux fans. Dans la ville de la NASA maintenant, on voulait changer la culture de l'équipe, gagner un maximum de matchs et sortir enfin de cette période de reconstruction pendant laquelle les résultats comptaient peu et où les jeunes avaient carte blanche, totale. Avec son expérience en plus, Fred VanVleet semble tout à fait capable d'endosser le rôle de vétéran, de leader charismatique dans cette équipe, et à lui tout seul, il comble déjà beaucoup de manques, je trouve. Les Rockets avaient fait du meneur de jeu leur priorité cet été, et ça a beaucoup de sens, je trouve, tant il vient répondre à des besoins essentiels qui étaient présents dans cet effectif. Pour le faire venir, le front office s'est donné les moyens, a sorti le chéquier, mais pour ça, je pense impossible de leur reprocher quoi que ce soit. Le mec à la main est capable de jouer propre, sans faire d'erreur, en perdant peu de ballons, et ça pour moi, ce sera essentiel pour essayer de mettre tous les jeunes de Houston en valeur. Globalement, il joue très juste, et quand son adresse est au rendez-vous, il peut aussi être un crack au scoring, lui qui n'a besoin de personne pour créer son tir. Le spacing qu'il pourrait apporter aux jeunes qui, eux, possèdent beaucoup de qualités athlétiques pour attaquer le cercle pourrait définitivement se montrer très intéressant à Houston. Ajoutons à ça qu'il défend fort, lui qui s'est classé à la 2e place des meilleurs intercepteurs de la NBA l'an passé et premier en nombre de déflexions et des qualités essentielles, ça en fait de son côté. Pour moi, avec son cœur et son envie, il représente tout à fait le profil de joueur qui peut devenir le relais de Ime Udoka sur le terrain, mais aussi montrer l'exemple aux moins expérimentés. Et puis ce qui est cool, c'est que directement il pourrait prendre sous son aile Amen Thompson, le meneur de jeu choisi avec le pick fort lors de la dernière draft, et qui est complètement bourré de talent et de potentiel. Lui, même si sa formation au sein de l'Overtime Elite soulève des doutes, car il est difficile de connaître le vrai niveau de cette ligue dans laquelle avec son frère il a tout pété, apporte tout de même de vraies qualités en tant que meneur de jeu. Super athlétique, il est aussi un très gros créateur pour lui-même, mais aussi pour les autres, tandis qu'avec sa grande taille, son potentiel défensif pourrait également s'avérer très prometteur. Après, il est encore un projet à développer, et pour briller au NBA, il devra progresser pour ce qui est de la discipline, et prendre en maturité, tout ça c'est réel. Cependant, moi ce que je retiens, c'est que ce poste 1, qui représentait l'une des faiblesses de Houston jusque-là, peut à partir de maintenant devenir une vraie force. Entre la fougue de Thompson et l'expérience de VanVleet, Udoka disposera de deux profils de meneurs différents, qui peuvent être complémentaires et qui je pense n'auraient aucun souci en plus de ça à jouer ensemble. Sous la houlette de l'ancien Raptor, le rookie je pense pourrait très vite progresser, et pourquoi pas, je pense que c'est possible, s'afficher comme le meneur du futur dans cette équipe des Rockets. Tout ça c'est enthousiasmant, sauf que si VanVleet est le seul joueur expérimenté à montrer l'exemple, ça ne suffira pas, c'est certain. C'est ainsi que la franchise texane, en faisant venir Dillon Brooks, a encore réalisé un gros coup lors de cette free agency, même si à nouveau elle a dû sortir le chéquier. Bon, c'est vrai que 80 millions sur 4 ans dans une situation de sign and trade qui a vu Josh Christopher faire ses valises, ça peut paraître cher pour Brooks, le joueur que la NBA a adoré détester la saison passée. Cependant, il faut être conscient que malgré son trash talk souvent déplacé et sa sélection de tirs parfois étrange, il fait tout de même partie des meilleurs défenseurs de la ligue à son poste, lui qui a obtenu une sélection dans la All-NBA Defensive Second Team il y a quelques mois. Et puis même s'il n'a que 27 ans, lui aussi pourra montrer l'exemple aux plus jeunes, lui qui tous les soirs fait preuve d'une réelle combativité sur le parquet. Parce que ouais, Dillon Brooks on peut lui reprocher plein de choses, et c'est vrai que bien souvent son énergie était difficile à canaliser. Cependant, il faut se rappeler d'une chose, c'est le rôle primordial qu'il a eu pour faire de Memphis un outsider ces dernières années. À son âge, c'est compliqué déjà de le considérer comme un vétéran, mais si tu as besoin d'un modèle sur le terrain, en termes d'impact et d'énergie, Dillon Brooks peut être un sacré client. Et puis si en termes de vétéran vous n'êtes toujours pas convaincu, rassurez-vous, parce que les Rockets ont également fait venir Jeff Green, 36 ans, champion en titre avec les Nuggets et qui dans sa carrière en NBA a littéralement tout connu.
L'ailier dispose toujours d'une très bonne condition physique malgré son âge, et est toujours capable d'attaquer le cercle avec férocité, mais surtout il possède un charisme, une voix, et avec les 15 saisons NBA qu'il a à son compteur, nul doute qu'il saura se faire entendre en tant que relais du coach s'il faut prendre en main des jeunes trop dissipés et les remettre sur la bonne voie. Surtout que Houston ne s'est pas arrêté là, puisque pour apporter de la densité à l'intérieur, l'équipe a fait signer Jock Landale, en provenance de Phoenix. À 27 ans, le pivot, même s'il est loin d'être une star, est quand même un joueur solide, qui n'a passé que 2 saisons en NBA jusque-là, mais qui a réussi à faire sa place dans la rotation des Suns l'an dernier, grâce à sa dureté notamment. En l'absence d'Ayton en saison, il avait montré de bonnes choses, et en playoff cette année, en seulement 16 minutes de temps de jeu moyen, il a également pu prouver qu'il était capable d'être impactant. À Houston, il sera vraisemblablement utilisé en tant que backup d'Alperen Sengun, et avec son contrat, la franchise ne prend aucun risque. Et oui, il a signé pour 32 millions sur 4 ans, mais seule la première année de son deal est garantie. En d'autres termes, s'il ne répond pas aux attentes, ou si la greffe ne prend pas, les Rockets seront tout à fait en mesure de le laisser partir librement dès l'été prochain. Bye, mister. Thanks, mister. Là, vous commencez à comprendre, au vu des besoins de l'équipe que l'on avait évoqués plus tôt, que cette équipe de Houston a fait l'intersaison rêvée, ou pas loin, et le pire c'est que ce n'est pas encore fini. De ce qu'il se dit, à la base, la franchise texane, avec son choix numéro 4, hésitait sérieusement entre prendre Amen Thompson ou Cam Whitmore, l'ailier en provenance de Villanova. Sauf qu'au vu de certains doutes décelés quant à son physique, mais aussi son mental, visiblement, le très jeune joueur de 18 ans a mis du temps à voir son nom appelé, jusqu'à descendre jusqu'au pic 20, détenu, je vous le donne en mille, par les Rockets évidemment. Pour l'équipe, c'était providentiel. Avec ses pics 4 et 20, elle arrivait à faire venir les 2 joueurs qu'elle ciblait le plus, du pain béni. Bien sûr, il faudra peut-être du temps à Whitmore pour montrer qu'il est prêt pour la NBA, mais avec sa venue, les Rockets ajoutent encore de la jeunesse et de la fougue dans une équipe désormais bourrée de potentiel. Parce que ouais, même si des gars comme Ty Ty Washington, Josh Christopher, Ousmane Garouba ou Kenyon Martin Jr. ont dû faire leur valise en contrepartie de toutes ces arrivées, les Rockets gardent dans leur effectif tout plein de talent, tout plein de jeunesse et tout plein de joueurs prometteurs. Parmi eux, en première ligne, évidemment, nous avons Jalen Green, l'un des joueurs principaux autour desquels la franchise doit construire. À seulement 21 ans, c'est sûr, celui qui vient de terminer sa saison sophomore a encore beaucoup d'aspects dans lesquels il doit progresser, à commencer par sa sélection de shoot, ses choix offensifs, mais aussi la limitation des déchets lorsqu'il porte la gonfle. Et pour travailler là-dessus, je me dis que côtoyer le parquet avec un Fred VanVleet qui devrait le soulager de beaucoup de tâches pourrait lui faire un bien fou. Parce que ouais, il faut s'en rendre compte, en termes de scoring, avec Green, on a un vrai crack sous la main. Si jusque-là, son over-responsabilisation par Silas ne lui avait pas permis d'avoir un réel impact sur la win, malgré sa progression chiffrée, j'ai hâte désormais de le voir évoluer dans un vrai système, dans lequel il semble avoir toutes les qualités pour s'éclater. Ça lui fera du bien, je pense, de jouer un peu plus off-ball, et de profiter de sa vitesse, mais aussi des caviars des meneurs de jeu pour scorer masse de points en contre-attaque. Si statistiquement ça se peut que son nombre de points baisse par rapport à l'année dernière, et encore, ça reste à prouver, je pense surtout qu'il va énormément gagner en efficacité, il en a les moyens. En tant que scoreur, le potentiel de Jalen Green est immense. Pour moi, il ne lui manque qu'un déclic, et ses Rockets New Look peuvent lui aider à provoquer ça. Et puis chez les jeunes, il n'est pas le seul, parce qu'au poste de pivot, Alperen Sengun lui aussi a montré des choses assez cool la saison passée. Dans le cirque offensif de Houston, le Turc mine de rien a quand même pu tirer son épingle du jeu, tout ça grâce à des skills assez démentes pour un intérieur de 2m06. Le mec possède un footwork de fou furieux, une grosse panoplie de moves et de feintes, une supervision de jeu au poste, et surtout des mains en or. Là il sort d'une saison avec 15 points, 9 rebonds et 4 passes de moyenne. Pour un sophomore, et d'autant plus dans un contexte comme ça commence à être plutôt lourd. Il joue juste, de façon collective, et même si en défense il manque de mobilité, il compense avec de jolies qualités dans la protection de cercle. L'an dernier, certains pensaient que les Rockets feraient mieux de construire autour de Sengun qu'autour de Green. Ça se discute, mais ce qui est sûr, c'est que ça prouve à quel point le jeune de 20 ans, par son niveau sur les terrains, a su marquer les esprits. Les pivots facilitateurs et créateurs, à l'européenne un peu, sont une denrée recherchée, rare en NBA, et Sengun semble posséder tout l'éventail nécessaire pour coller à ce profil. Et puis tant qu'on est chez les jeunes, n'oublions surtout pas Jabari Smith Jr., drafté avec le 3e pick de la draft de la saison précédente. Lui, clairement, pour ses débuts à Houston, il a galéré, et à la base, l'ailier fort spécialiste du shoot extérieur est surtout fait pour briller dans un collectif, avec un certain mouvement de balle, et là ça s'est vu, dans le basket de Silas, centré sur l'ISO, il a mis du temps à trouver sa place. Bien sûr que lui aussi est capable de créer son tir, mais si tu veux utiliser ses qualités au maximum, il faut aussi le trouver en catch and shoot, chose qui a été difficile à faire, au moins au début chez ses Rockets l'an dernier. Du coup ça s'est vu, il a douté parfois, et sa confiance a connu des hauts et des bas, mais peu à peu, j'ai l'impression qu'il a réussi à trouver son rythme en NBA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après le All-Star Game, il a
a doucement commencé à monter en pression, tournant à près de 15 points de moyenne par match, tout en améliorant ses pourcentages. Sur cette période, sur certains flashs, Jabari a montré tout le talent dont il disposait, et à mon sens, dans un basket plus construit, ses qualités l'an prochain pourraient être décuplées. Là encore, je ne m'attends pas à une immense progression statistique de sa part, mais je me dis qu'en termes d'efficacité, avec un meneur comme Fred VanVleet à ses côtés, il peut lui aussi bien progresser. Pour briller, le joueur de 20 ans a besoin de recevoir les bons ballons, et là, à Houston, beaucoup de conditions semblent réunies pour que ce soit le cas. Jabari Smith Jr. semble donc maintenant posséder toutes les cartes en main pour réaliser une grosse saison, et ne nous mentons pas, c'est plutôt hypant. Clairement, ce trio Green-Smith Jr. Sengun représente les fondations de la jeunesse de Houston, et en termes de talent pur, c'est très solide. Si à ces trois on ajoute les deux rookies Amen Thompson et Cam Whitmore qui eux aussi possèdent un potentiel de fou malade, on s'en rend compte. Ces Rockets restent une équipe très jeune, très prometteuse, mais qui désormais possède dans ses rangs des cadres expérimentés tout à fait capables de les guider vers la bonne voie. C'est vraiment enthousiasmant sur le papier. Et puis Tari Eason, 22 ans, et Kevin Porter Jr., 23, sont toujours dans l'effectif eux aussi. Même si chez ces deux-là, je sens moins le potentiel de futurs All-Stars, leurs qualités sont réelles et ne sont pas à négliger. À Houston, maintenant, on a un effectif plutôt profond, et on peut imaginer que pour Ime Udoka, ça puisse être un vrai casse-tête maintenant d'élaborer ses rotations. Et justement, le 5 de départ, à quoi pourrait-il ressembler? À la main, pour moi, il n'y a pas trop de questions à se poser. Fred VanVleet a été recruté et signé à ce prix pour être titulaire. Même s'il est vrai que ce serait bien de donner à Amen Thompson l'occasion de se développer, il faut, je pense, se faire à l'idée qu'avant pourquoi pas d'exploser, il devra faire ses armes en sortie de banc en tant que backup de Fred VanVleet. Certes, ça ne lui offrira pas toutes les minutes dont il aura besoin, mais ça lui permettra aussi de pouvoir mûrir et de se développer sans pression, c'est pas trop mal. Mais en vrai, je trouve que d'un point de vue hiérarchique, il n'y a pas trop de débat possible, les titulaires semblent assez évidents à mes yeux jusque-là. En plus de Fred VanVleet, on devrait avoir Jalen Green qui apportera son scoring, Dillon Brooks pour son énergie et sa défense, Jabari Smith Jr. pour ses qualités de stretch, ainsi qu'Alperen Sengun dans son rôle de pivot facilitateur. Là j'aime bien, on a de la création, de la défense, du shoot, du playmaking, des qualités athlétiques, c'est cool. Ok, ça manque peut-être d'une grosse superstar pour définitivement se montrer ambitieux, n'empêche qu'en termes d'équilibre et de complémentarité, je trouve ce 5 de départ très intéressant. Et puis qui sait, vu le potentiel des jeunes que j'ai cités, l'un d'eux pourrait réaliser un vrai step cette saison, et afficher un niveau All-Star, why not? Perso, je trouve que ça a de la gueule ce starting 5, les dirigeants ont fait du très bon boulot. L'équipe garde son ADN jeune et continue à s'axer vers l'avenir, mais avec ses recrues, elle se donne la possibilité d'être compétitive directement. Sauf qu'une saison de 82 matchs, on le sait, c'est un marathon, tu connais forcément des blessures et tu ne peux pas faire jouer tous tes titulaires plus de 40 minutes par soir. Voilà pourquoi, quand on a pour ambition d'accrocher les playoffs, la profondeur de banc est essentielle, et justement, regardez-moi comme elle est belle cette seconde unit. Avec Amen Thompson et Kevin Porter Jr. dans le backcourt, on a deux étincelles, deux dynamiteurs qui peuvent scorer des points en une fraction de seconde. Cam Whitmore au poste 3, lui, devra prouver que son talent est réel et qu'il mérite ses minutes. Mais enfin dans la raquette, avec Jeff Green dans le costume du tonton et Jock Landale qui pourra faire le ménage dans la peinture, je trouve qu'à Houston, on a un banc solide. La seule incertitude pour moi reste Cam Whitmore, mais s'il ne se montre pas assez prêt pour la NBA, Udoka pourra tout à fait donner ses minutes à Tari Eason. Des solutions dans cet effectif, il y en a, et la profondeur de banc est bien présente. Tous les postes sont doublés, et avec ces ingrédients, je pense, Ime Udoka sera en mesure de réaliser une très bonne tambouille. Quand je dis que Raphael Stone, le GM, a fait du bon taf, je le pense sincèrement. Sauf que bon, aligner des noms comme ça, qui semblent fitter sur le papier, c'est bien beau, mais si autour de ça tu n'as pas un coach qui arrive à les faire jouer ensemble, ça ne sert plus à rien. Même avec les arrivées de VanVleet et de Brooks, le 5 de départ de Houston possède une moyenne d'âge de seulement 23 ans, et ces gars-là, si tu veux tirer le meilleur d'eux, leur quintessence, il faudra les mettre dans le bon système. Et c'est là justement qu'intervient la signature de Ime Udoka en tant que coach, j'avais promis que j'allais en parler. Et ce qui est fou, c'est qu'encore une fois, je trouve que dans le profil, il a tout pour être l'homme de la situation, tant son discours lors de sa conférence de presse d'intronisation m'a paru cohérent. Déjà il l'a expliqué, développer des jeunes, ça lui plaît, mais ça ne se fait pas en leur laissant non plus tout le temps une totale liberté dans le jeu. Pour mûrir, il faut développer une certaine culture de la gagne, et pas seulement laisser tout le monde apprendre de ses erreurs comme Silas le faisait jusque-là, Udoka en semble très conscient. Comme il l'a annoncé avec le recrutement de certains vétérans et la draft de joueurs de qualité, désormais les minutes devront se mériter, elles ne seront plus acquises d'office comme c'était le cas par le passé. Si tu ne joues pas pour le collectif, rapidement tu verras le banc, et cette sévérité fera clairement du bien, je pense, à des joueurs comme Jalen Green, Kevin Porter ou Jabari Smith, qui n'auront pas le choix de jouer en équipe et d'être agressifs s'ils veulent avoir du temps de jeu. Les vétérans arrivent pour élever le niveau de compétitivité, et les jeunes qui ne prendront pas le train en marche pourraient vite être jetés aux oubliettes. Pour moi, Udoka a dit les termes, le développement des jeunes passera par la victoire, rien d'autre, et cette mentalité j'aime beaucoup.
Ouais, certains joueurs auront un rôle différent, mais ils devront l'accepter. C'est ça aussi le basket quand tu veux nourrir des ambitions. Dans cette deuxième phase de la construction des Rockets, les gamins devront maintenant montrer qu'ils ont du caractère et qu'ils sont capables de se sacrifier pour le collectif. Rien de tel qu'un tel discours, je pense, pour les pousser à mouiller le maillot. C'est kiffant. Et puis il en est de même pour la défense. Le recrutement estival de la team a bien pris soin de regarder ce domaine attentivement. Fred VanVleet, Dillon Brooks, Simon Thompson, mais aussi Cam Whitmore ont déjà de belles qualités dans le secteur, de bons outils, et clairement, leur présence devrait faire progresser l'équipe d'un point de vue défensif. Et si en plus de ça, ils arrivent à faire en sorte de porter tous les autres Rockets dans leur sillage, ce sera gagné pour Udoka, et ça peut avoir lieu. Brooks, encore une fois, on peut le détester et lui reprocher tout plein de choses, mais moi je compte sur lui pour apporter une vraie mentalité, une vraie identité de tueur chez ces Rockets. Il est là pour ça. En fait, dans sa conférence de presse, Udoka a pu faire un parallèle avec les Celtics que j'ai trouvé intéressant. Pour lui, l'équipe possède à la fois des joueurs morts de faim, des guerriers, mais aussi des jeunes qui débordent de talent et de potentiel. Tout ce qui leur manque, c'est l'expérience, l'âge, mais au vu de la construction du roster, plus les années passeront et plus ces Rockets pourraient se montrer dangereux. L'effectif semble conçu pour le tacticien et le jeu qu'il aime pratiquer, avec un bon mix de jeunes joueurs fougueux et de mecs plus référencés. À côté de ça, il y a du shoot, de la défense et du playmaking, avec des gars qui n'auront pas le choix que de pratiquer un basket collectif où le ballon circule sous la houlette de Udoka. Si un mec comme Jalen Green qui pratique le 1 contre 1 à outrance devra faire des sacrifices, c'est sûr, je pense qu'avec un mentor comme ce coach, il sera tout à fait capable de s'adapter à ces systèmes New Look chez les Rockets. Même s'il est un scoreur né, qui pense à ses points avant tout, il reste un vrai basketteur, qui a suffisamment de talent pour s'adapter, je pense. S'il fait confiance à Udoka, et je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas, son développement pourrait alors largement s'accélérer. En forçant moins ses actions, en respectant davantage le flow du jeu, et en profitant de la présence de ses nouveaux coéquipiers, je pense que Green est capable de gagner un vrai step en termes d'efficacité. Et s'il trouve le déclic, j'y crois, il pourrait alors se voir réellement responsabilisé dans le jeu offensif des Texans. Le mec, je pense, s'il arrive à rentrer dans le moule, a tout ce qu'il faut dans son sac pour, à terme, atteindre le niveau All-Star. Puisqu'il faut savoir, c'est que dans sa carrière, en tant qu'assistant ou en tant que coach, depuis 2012, Udoka a toujours connu les playoffs. Et là, il l'a clairement dit, il est hors de question que cette saison, cette série se stoppe du côté de Houston. Le job, il l'a accepté en connaissance de cause, bien conscient des objectifs ambitieux de la franchise à court ou moyen terme, et je compte sur lui pour faire tout ce qu'il faut pour rendre ses Rockets aussi compétitifs que possible, le plus rapidement possible. D'un point de vue tactique, comme d'un point de vue charismatique, je pense que Ime Udoka a tout ce qu'il faut pour arriver à ses fins. De toute façon, vous devez le sentir dans mon discours, cette team des Rockets, au vu de comment elle s'est construite cet été, j'ai plutôt tendance à y croire. Au vu des éléments présents dans le roster, mais aussi au vu de la complémentarité et de la profondeur de l'effectif, beaucoup de signaux semblent au vert pour que ces Rockets soient performants la saison prochaine. Voilà pourquoi je pense à première vue que les playoffs semblent accessibles, sauf que ça ne dépendra pas que d'eux, loin de là. Entre les Nuggets, champions en titre, les Grizzlies, les Kings, les Suns, les Clippers, les Warriors, les Lakers, les Wolves, les Pelicans, les Mavericks, le Thunder, et pourquoi pas le Jazz même, des équipes ambitieuses il y en aura à l'ouest. Et puis qui sait, des teams comme les Blazers, s'ils gèrent bien le trade de Lillard, ou même les Spurs avec potentiellement un Victor Wembanyama qui casserait tout, pourraient aussi avoir leur mot à dire. Rendez-vous compte, la saison prochaine, cette conférence, ça va être la jungle, et ça va être un plaisir à observer. Au milieu de tout ça, y aura-t-il une place pour les Rockets? C'est trop tôt pour le dire, mais ce qui est certain, c'est que la concurrence va être très rude. Alors si je dois répondre franchement à la question du jour, les playoffs en 2024 pour les Rockets, est-ce que j'y crois ou est-ce que j'y crois pas? Ce qui est sûr, c'est que là, la franchise de Houston ne se cache plus. Son recrutement a été fait pour accéder à la post-season à court, voire à moyen terme. Ouais, en sortant le chéquier, les dirigeants ont réussi à combler les principales failles que je listais plus tôt, en tout cas celles qui, à mon sens, me semblaient prioritaires. Mais maintenant, si je dois me mouiller, je me dis qu'au vu de la concurrence, de la construction récente de cette équipe, du changement de coach et du manque de superstars établis, les playoffs pour 2024, ça me semble un peu anticipé. De toute façon, les ambitions passeront par le développement des jeunes. Si Green, par exemple, trouve le déclic dont je parlais précédemment, ces Rockets peuvent être kiffants. Pareil pour Jabari Smith Jr. À mon sens, pour vraiment les juger, il faut se laisser une période de 2, voire 3 ans, pour voir un petit peu ce que ça dit. Accrocher le play-in dès l'an prochain serait déjà un bel exploit au vu de la jeunesse de l'effectif, et je me dis que sur un malentendu ça peut passer. Et puis même s'ils échouent dans cette quête, est-ce que ce sera un échec? Je ne pense pas. Aujourd'hui à Houston on possède un roster capable de faire beaucoup mieux que les 22 petites wins obtenues la saison passée. Tous les éléments semblent également réunis pour pratiquer un basket sérieux, un basket qui gagne des matchs, ça doit être ça l'objectif. Dans un tel contexte, peu à peu, les jeunes peuvent s'épanouir, j'en suis sûr, alors ne précipitons pas les choses, une étape après l'autre. Du coup pour conclure, même si j'aimerais que cette équipe me fasse mentir, je pense qu'il est un peu tôt encore pour imaginer que les Rockets participeront à coup sûr au playoff 2024. Néanmoins, je les vois quand même tout à fait capables de lutter pour le play-in au moins, de choper quelques grosses wins et de redonner le sourire à toute une fanbase qui en a bien besoin à Houston.
Pour la première fois depuis le départ de James Harden, on peut légitimement avoir de l'espoir chez ces Rockets, et ça fait plaisir, enfin ça va jouer au basket. Alors si les playoffs ce n'est peut-être pas pour cette année, je me dis qu'au vu du recrutement, au vu de l'arrivée de Udoka et au vu du potentiel de l'effectif, ce sera quand même peut-être pour très bientôt. Les premières pierres sont posées, et je me dis qu'avec cet effectif, à Houston maintenant, on a de quoi voir la vie en rose, et jouer du bon basket. Rien que ça, ce sera une très belle réussite. Voilà pour ce qui est des Rockets de la saison prochaine, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Vous en pensez quoi, vous? Elle vous plaît la construction de cet effectif? Et à votre avis, les playoffs c'est pour quand à Houston? 2024, 2025, 2026, plus tard encore? Inscrivez-moi l'année sur laquelle vous misez en commentaire, j'ai hâte de lire vos tendances et vos avis. Puis pour finir, vous connaissez, si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce vers le haut, et de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Alors un gros merci pour ça, et à très vite.